Alors, bonjour à toutes et tous. Donc, moi, je vais faire la boîte vocale pour le groupe de travail GIHP SFTH, arrêt réversion petit moyen. Voilà mes conflits d'intérêts qui ne sont pas avec ces molécules, mais avec ce qui servira peut-être en périopératoire en cas d'hémorragie. Alors, je voudrais juste prendre votre attention 2 minutes. Ça, c'est votre espèce de feuille de route avec les AOD. Donc, je vous rappelle, on a 2 mécanismes d'action, 4 molécules, une seule voie d'administration et effectivement différents schémas posologiques. On a démarré en 2011. Je regarde Gilles parce que je me souviens de courbes, de spéculations. Et on est arrivé quand même à quelque chose d'assez précis et d'assez codifié. Et des situations finalement où le doute existe encore. Mais enfin, vous avez des solides repères avec ces molécules. Donc là, on a ce schéma en tête. Et maintenant, on passe aux anti-11. Je vais pas revenir dans le détail. J'espère que les couleurs passent parce que c'est là où il y a de l'hétérogénéité. Il y en a un qui crée un chaos, les Sirena qui créent un chaos déficit en facteur 11. Donc vous voyez, c'est en violet. On a des semaines à des mois d'effet. Si on passe aux anticorps monoclonaux, on a du facteur 11, mais on inhibe le facteur 11 activé. Donc on a un mécanisme d'action différent, peut-être une biologie qui sera différente. Et là, vous voyez qu'on passe à des jours en termes de durée d'action. On n'a pas la même voie d'administration, mais allez, mettons que ça, c'est pas très grave pour le périopératoire. Quoique, mais en tout cas, voilà, on a. Et ce que vous voyez là, ce que nous a dit Gilles, c'est que vous voyez, en plus, le plan de développement n'est pas le même. C'est-à-dire qu'on va avoir des molécules différentes, si tout arrive au bout, hein, dans des indications différentes. Et on a les petites molécules, là c'est pareil, c'est du 11A. Et puis là, c'est des heures. Et puis on retrouve l'effet des métabolismes. Donc, le tableau, je vous le remets vite fait, hein, je ne peux pas résister. Ce tableau qui était avec uniquement 4 molécules et 2 mécanismes d'action, vous pouvez imaginer, si tout arrive au bout, la façon dont ça va se complexifier en périopératoire. Je pense qu'il faudra qu'on invente des outils qu'on n'a pas pour l'instant. Et qu'est-ce qu'on a à notre disposition si jamais c'était demain? Des propositions. Donc il y a les propositions des Israéliens qui sont les bienvenus parce qu'effectivement, c'est eux qui ont la plus grosse expérience sur les déficits en 11 constitutionnels et la chirurgie. Et puis, quelques papiers qui sont très bien faits, mais qui ne sont pas très précis, qui sont récents. Hein, le dernier, 2024, les recos de l'ISTH, il y a un petit paragraphe comme ça. Bon, évidemment, ce n'est pas encore sur le marché. Néanmoins, on a eu à se poser des questions à différents endroits. Alors, les questions qu'on se pose et qu'on s'est posées, c'est est-ce que les anti-11 augmentent le risque hémorragique de la chirurgie et comment réduire cet éventuel sur-risque? Alors, la première chose à faire, c'est d'aller regarder les protocoles prévus en cas de chirurgie programmée. Je ne vais pas détailler tous ces protocoles, c'est ce qu'on a dans le livret investigateur. Donc là, c'est celui d'abelacimab, l'anticorps monoclonal. Donc c'est Saint-Étienne qui a mis ça en ligne parce qu'eux aussi, ils ont eu un problème avec un malade et ils se sont dit oulala, 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 il faut qu'on ait des choses si jamais il y a des traumas ou des chirurgies en urgence. Donc il y a un certain nombre de choses qu'on prévoit, l'hexacil, vous voyez, comment dire, la dichotomie, la classification du risque des chirurgies, etc. Et puis, si on va regarder pour milvexian, finalement, pour de la chirurgie programmée, on nous conseille d'arrêter. Bon, ça, c'est vrai, c'est le schéma AOD, ça correspond bien. Ça, c'est pour la sundexian. Alors, c'est d'ailleurs assez curieux. Ils nous disent en dehors de données du facteur 11, on voit pas bien ce qu'on peut faire, sauf que le facteur 11, ça servira à rien puisque c'est des anti-11 activés. Donc on a vu des choses un peu curieuses. C'est ça qui nous a d'ailleurs inquiétés et qui nous a fait dire il faut quand même qu'on essaie de commencer à réfléchir à la question parce que ça risque d'être plus complexe encore que l'arrivée des AOD si tout arrive en même temps. Donc ensuite, on a les données. Et là, il y a une seule étude Asalée pour laquelle on a les données des patients en chirurgie. Ça a été présenté il y a 15 jours à l'ESC à Londres. Je vous donne quelques chiffres. La présentation n'est pas très facile à comprendre en termes de... Enfin, c'est pas très précis. Hein. Mais on a à peu près 35% de patients qui ont eu une chirurgie sous rivaroxaban. C'est de l'abelacimab. Hein, et à peu près pareil sous abelacimab. À peu près un quart en urgence. Un peu plus de 50% des patients, c'était dans les 30 jours après l'injection, donc au moment où la circulation, et la molécule a fait son effet sur la diminution du 11. Et de façon assez curieuse, il n'y en a que 5% qui ont reçu de l'acide tranexamique.
Et vous voyez, ce qui n'est pas très facile à comprendre, c'est la façon dont ils ont classé le risque lié à toutes ces procédures. Ça, c'est pas dit. Si c'était... Alors évidemment, on voit une écho transésophagienne, on se doute bien que c'est pas de la chirurgie majeure, mais en tout cas, ça, c'est pas précisé dans la présentation. Mais ce qu'on voit, c'est que c'est à peu près pareil. Le nombre de saignements cliniquement relevants ou de saignements majeurs, c'est à peu près pareil dans les deux populations. Il y a peut-être une diminution, mais il y a tellement peu d'événements que c'est compliqué à dire. Et donc ça, c'est les patients il y a eu 3 patients qui ont saigné, qui étaient dans les 30 jours de l'administration. Donc potentiellement, il y a des saignements périopératoires. Ensuite, on a, comme élément pour raisonner, on a le risque hémorragique des patients déficitaires constitutionnels en 11. On sait qu'on a une augmentation modérée du risque hémorragique. La question, c'est comment on va faire pour transposer des seuils qui sont définis par des anomalies moléculaires qui parfois touchent des interactions avec d'autres facteurs dans le cas des déficits constitutionnels. Alors que là, on a un mécanisme d'action qui est radicalement différent. Donc je suis très jalouse d'Annie qui a réussi à avoir cette figure en net, alors que moi, quand je l'ai prise du PDF, elle est floutée. Elle vous l'a montré tout à l'heure. C'est les saignements quand on est en fonction de la concentration en facteur 11, circulante en facteur 11 chez les déficitaires à gauche. Et vous voyez à droite, en fait, ce qu'on ne sait pas pour aujourd'hui, c'est quelle est l'équivalence. Est-ce que c'est une inhibition complète, incomplète? Quelle dose va être tenue? Et pour l'instant, sur ces différentes molécules dont on vous a parlé, c'est en dehors du siRNA qui donne un chaos complet, on n'a pas trop de correspondance. Donc l'élément de raisonnement ensuite, qui est assez intéressant, c'est qu'on a des essais contre placebo, évidemment en dehors de la chirurgie, mais ça nous permet de spéculer sur le risque hémorragique lié à la molécule elle-même. Donc, il y a une première méta-analyse sur les petites molécules milvexian, asundexian versus placebo. Vous voyez qu'on est assez détendu. Il y a une tendance, quand on regarde les doses les plus fortes, qui n'est pas significative, hein, mais il y a une tendance. Mais en tout cas, on peut dire qu'il n'y a pas d'accident hémorragique, il n'y a pas d'augmentation du risque de saignement majeur. Par contre, la tendance sur tout saignement, elle est significative. Elle devient significative quand on prend donc tout saignement confondu avec les doses les plus importantes. Donc, il y a quelque chose en lien avec la dose. Et effectivement, ces molécules, elles ne sont pas associées à zéro saignement. Quand on regarde de façon plus précise asundexian, donc dans l'analyse poolée des 3 phases 2, il y a 2 études qui ont été réalisées contre placebo. Donc le but de cette publication, c'était d'estimer le risque d'asundexian sur les saignements et d'identifier les sites qui étaient le plus fréquemment lieu de saignement. Donc vous voyez, sans surprise, gastro-intestinal, respiratoire, urogénital et la peau. Et quand même, ce qui est relativement intéressant, c'est que globalement, il n'y a pas d'augmentation du risque de saignement avec la sundexian. Mais quand même, quand on va regarder à nouveau dans le sous-groupe, là, la différence entre le 50 mg et le placebo, c'est significatif. Il y a bien une augmentation significative du saignement par rapport au groupe placebo. Donc c'est un médicament qui ne fait pas beaucoup saigner, mais qui peut faire saigner. Et dernier exemple, axiomatique, donc ça c'est milvexian. Donc là c'était une étude en association aux antiplaquettaires de recherche de dose. Donc vous voyez 25, 50, 100, 200. Et donc là c'est pareil, ils regardaient les saignements BARC 3, donc adaptés parce que c'était dans du stroke, donc il y avait l'hémorragie cérébrale en plus, et les saignements majeurs, la mortalité par saignement. Donc il n'y a pas eu d'essai de saignement. Mais ce que vous voyez, c'est que sur les BARC 3, effectivement, c'est des tout petits chiffres, mais quand on augmente la dose, là encore, on augmente ces petits chiffres. C'est, je trouve, plus facile à voir là. Ici, le placebo. Vous voyez que globalement, la dose 100 mg, bon, c'est peut-être plus difficile pour le 200 mg, mais on voit bien quand même qu'il y a une différence, que ces courbes se détachent. Donc milvexian, ça c'est la conclusion du papier, hein, est associé aussi à une augmentation des saignements majeurs, la plupart du temps gastro-intestinaux, quand c'est des doses supérieures à 50 mg. Et ensuite, on peut regarder sur le périopératoire, puisqu'il y a eu des essais en PTG avec des molécules qui ont été administrées avant chirurgie. Donc là, ça c'est le cas pour la molécule dont on a parlé tout à l'heure, dont le nom m'échappe mais qui va me revenir tout de suite. Donc il y a 4 essais randomisés, vous voyez, pas mal de patients. Il n'y a que 50 saignements, donc c'est effectivement difficile de conclure. Donc ça c'est bien les anticorps monoclonaux.
et les petites molécules. Et donc, vous voyez que cette première publication, elle était plutôt positive, puisqu'elle, dans JTH, il y avait même un éditorial qui disait quasiment, ça y est, on y est, il y a pas de, on diminue les thromboses et on n'a pas plus d'accidents hémorragiques. Sauf que quand on regarde un petit peu plus près, là, si on regarde avec l'osocimab, donc un anticorps monoclonal, donc là, c'est pareil, c'est une étude de recherche de doses. Ils ont fait d'abord uniquement des doses post-op 0,3, 0,6, 1,2, 1,8. Et puis quand ils ont été à 75%, ils ont démarré en pré-op. Et on voit bien que dans la dose, entre la dose post-op et la dose pré-op la plus importante, quand vous la mettez en pré-op, oui, il y a une augmentation des saignements. Encore une fois, c'est des petits chiffres, mais ils sont quand même assez concordants. La seule étude pour laquelle, enfin une des seules études qui montre bien l'absence d'augmentation du risque hémorragique, c'est celle dont a parlé Gilles, effectivement. Alors cette fois, on est dans le CRNA, donc le KO, avec parfois donc des taux, enfin qui atteignent des taux circulants très bas de facteur 11. Et là, on n'a pas d'augmentation du risque hémorragique avec une efficacité sur la diminution de la thrombose. Bon, voilà. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y a aucun risque en périopératoire et en comparaison avec des placebos. Donc, comment réduire ce risque hémorragique? Donc, on a l'exemple de la prise en charge périopératoire avec un déficit en facteur 11. Ça, c'est un très bon exemple. Et là, je vais vous embêter un petit peu avec de la biologie, mais ça nous donne des arguments pour traiter ces patients d'une certaine façon. Donc, ce sont des patients déficitaires en 11 que l'on a sélectionnés rétrospectivement. On a pris des patients dont on ne connaissait pas encore le diagnostic et qui ont eu des procédures muqueuses, orobuccales et amydalectomie. Et on a regardé ceux qui saignaient et ceux qui ne saignaient pas. Et on les a regardés avec des tests d'hémostase un peu spécifiques, en faisant très attention à la partie préanalytique pour éviter d'activer la voie contact. C'est pas le problème, mais on a mis vraiment beaucoup d'attention à regarder chez ces patients qui saignent avec un déficit en 11 ce qui se passait. Et on a regardé la génération de thrombine et aussi des paramètres de fibrinolyse avec de la dissolution du caillot et la structure du caillot. Et donc, vous voyez que chez les patients qui saignent, on a clairement une lise qui est accélérée. Hein, vous voyez, c'est les carrés rouges. Et c'est valable aussi, moins, mais chez les déficits partiels. Donc, quand on met le paquet sur les tests biologiques, on arrive à trouver quelque chose. C'est absolument pas adaptable en pratique quotidienne. Et je trouve ce qui est particulièrement intéressant et qui nous donne du rationnel sur le traitement dans cette publication, c'est d'abord que vous voyez sur la structure du caillot, on a quelque chose qui est différent chez ceux qui vont saigner, hein, pour des taux qui peuvent être comparables. Et surtout, quand on regarde le meilleur prédicteur du saignement, bah, c'est les tests qui impliquent la fibrinolyse. Donc clairement, on a un argument chez les patients déficitaires en 11 pour donner des antifibrinolytiques. Et c'est d'ailleurs ce qu'on fait sans aucune arrière-pensée. Par contre, vous voyez, c'est ce que disait Annie tout à l'heure, hein, quand on regarde la proportion de patients sévères traités avec des concentrés de facteurs hémophilie par rapport aux déficitaires en 11, vous voyez, les déficitaires en 11, on en a 75 traités dans un registre européen pour 415, alors qu'on en a quasiment tous en ce qui concerne les hémophiles. Donc le besoin thérapeutique pour les déficits en 11 de thérapeutique substitutive est bien moindre. Donc le facteur 11, on a parlé de son risque thrombotique. Je voudrais juste en redire un mot. Il y a des événements graves qui ont été rapportés avant 2014. Et donc il y a eu une lettre d'information professionnelle qui a rappelé ce qu'a dit très bien Annie tout à l'heure. C'est que la posologie, on y va sur la pointe des pieds et on ne réinjecte pas sans avoir de contrôle et on fait des toutes petites doses. Et on maintient, notre cible, c'est certainement pas entre 50 et 100%. C'est vraiment des toutes petites doses et on ne dépasse pas 30 unités kilo. Donc ça va être vraiment des microdoses chez les patients déficitaires. Depuis 2014, il y a eu de nouveaux accidents thromboemboliques. C'est très difficile d'établir une causalité parce qu'ils ne sont pas documentés, mais en tout cas, il n'y en a eu que 6. Et la fréquence par rapport à un nombre d'unités administrées, ne fait pas redouter, maintenant qu'il y a une meilleure utilisation du produit, ne fait pas redouter un risque particulier.
Ce qui fait que quand on regarde l'expérience française des déficits en 11, on ne les traite pas tous. Vous voyez, les déficits sévères qui ont une chirurgie, il y en a à peu près moins de la moitié qui reçoivent des produits. Parfois, ils sont traités par de l'acide tranexamique tout seul, notamment pour la chirurgie mineure. Et vous voyez qu'il y a quand même assez peu d'injections. On fait 1, 2, ça dure assez peu de temps. Les Israéliens, eux, n'utilisent pas les Moleven, enfin les facteurs 11. Ils utilisent le facteur 7 activé recombinant à des faibles doses, 10 à 15 microgrammes par kilo. Et ils ont montré que ça permettait d'augmenter la génération de thrombine. Donc ça avait un effet plutôt favorable sur le potentiel hémostatique des patients. Mais ils ne l'utilisent pas en front-line. Ils commencent par l'acide tranexamique. Et puis si jamais c'est une très grosse chirurgie ou si jamais il y a un saignement, ils vont au 7 activé recombinant. Et ils ont une classification de leur procédure, on ne va pas les détailler, mais bon, c'est un exemple intéressant. Donc, qu'est-ce qu'on a encore comme piste de travail? On a ce qu'on avait eu au moment des AOD, où on a repassé des heures à analyser des courbes de génération de thrombine pour savoir ce qu'il fallait faire, si c'était mieux de faire du FEBA ou des PCC ou du RCTA. Enfin, ça nous rappelle de bons souvenirs. Mais il ne faudra pas attendre pour recommencer cette fois-ci, si on pense que ces médicaments vont arriver. On a des données de réversion in vitro. Donc on fait de la génération de thrombine, on ajoute un prohémostatique, et puis on regarde si ça corrige. Alors, le problème, c'est que les malades saignent essentiellement de fibrinolyse. Ces tests-là n'explorent pas vraiment bien la fibrinolyse. Il faut des mesures particulières pour explorer la fibrinolyse. Donc, on prend ça si on veut. On sait que les PCC, ça peut marcher quand on est dans une situation type CRNA. Ça peut marcher avec les anticorps monoclonaux. Le 7 activé récombinant peut restaurer un potentiel de génération de thrombine, le FEBA aussi. C'est un peu anecdotique tout ça, parce que c'est une lettre et je ne suis pas sûre que ça résume la situation. Le facteur 11, par contre, dans un modèle d'inhibition, avec un anticorps monoclonal, forcément, ça ne marche pas. Et donc, le facteur 9, mais là, c'est anecdotique. Je vous montre ça pour vous montrer qu'on est pauvre en arguments directs, même in vitro, et aussi que finalement, ces tests-là sont même peut-être pas les plus appropriés pour identifier les agents qui vont être utiles. Donc, les propositions au cours de réaction, on y vient. Je vais essayer d'être rapide, mais de vous les présenter correctement. Donc, c'est évidemment pas terminé. On discute beaucoup, comme d'habitude, et souvent, on n'est pas d'accord. Et peut-être les couleurs vont encore changer. Et je parle sous le contrôle de la présidente. Donc, c'est une version provisoire. Donc, en périopératoire, la première chose, ça va jusque-là, c'est le risque hémorragique. Si le risque est faible, on ne fait rien, on considère d'administrer de l'acide tranexamique et on respecte la bonne voie d'administration. Si vous le donnez Péros, il ne faut pas l'injecter réciproquement. Je dis ça parce qu'on a eu l'aventure de Saint-Étienne au congrès de la SFTH la semaine dernière où les ampoules injectables ont été avalées. Mais bon, voilà. Donc, bon, en tout cas, rien ou acide tranexamique. Ensuite, évidemment, il va falloir s'inquiéter de la molécule. Vous avez vu qu'elles sont très, très différentes. Donc, on ne peut absolument pas faire une seule pièce. Et puis, il ne s'agit pas de différencier les anti-2 et les anti-10. Là, il y a 3 cases. Et ensuite, évidemment, est-ce que c'est une urgence ou pas une urgence? Si ce n'est pas une urgence, pour les petites molécules, ça ne va pas trop changer par rapport à ce qu'on a proposé pour les AOD. Pour de la chirurgie programmée, compte tenu de la demi-vie, on va proposer un arrêt pendant 3 jours et on va utiliser l'acide tranexamique si les recommandations pour ce type de chirurgie préconisent l'utilisation d'acide tranexamique. Après, ça se complique. Et même si c'est très vintage, on va se tourner vers le TCA, autrement dit la PTT, pour se donner une idée de ce qu'il y a en circulation. S'il est normal, quelle que soit la molécule et que ce soit un anticorps monoclonal, un antisens et même les petites molécules, on peut penser qu'il n'y a pas un effet majeur de la drogue et qu'on peut aller vers l'acide tranexamique selon les recommandations habituelles et rien faire de spécial. Mais c'est fragile parce que Isabelle va nous dire que ça n'élimine pas complètement la présence de la molécule, mais on peut imaginer que, compte tenu du faible risque hémorragique de ces molécules et que si un TCA normal, il y a peu de molécules, on peut imaginer qu'on se rapproche normal plus normal du normal. Et ensuite, si le TCA est allongé ou s'il n'est pas disponible, alors on va aller vers l'acide tranexamique systématique avec
un degré de raffinement supplémentaire en cas d'oligonucléotides antisens, c'est-à-dire de KO du facteur 11, et si on a des dosages disponibles de facteur 11, et si on a des concentrés de facteur 11, par exemple, si on est en Suisse, on n'ira pas vers là. Si on a tout ça et qu'on a besoin d'une hémostase optimale pour la procédure, alors on pourra peut-être proposer des concentrés de facteur 11, vous voyez, à toute petite dose. Et dans ce cas-là, peut-être que si c'est du programmé, on ne démarrera pas tout de suite la citranexamique, parce que c'est une association qui est potentiellement associée à un risque thrombotique. Et si c'est en urgence, on se posera la question en tout cas de le maintenir ou pas, si on commence par le facteur 11. Si on n'a pas besoin d'une hémostase optimale pour la procédure, alors on garde sous le coude les concentrés de facteur 11. Et puis, si on est avec, encore une fois, dans d'autres circonstances que le KO de TRNA, à ce moment-là, c'est pareil. Si on a besoin d'une hémostase optimale, on aura du 7 activé recombinant à toute petite dose. Vous voyez, 10-15 microgrammes kilo, c'est de toute petite dose. Et puis, si on n'a pas besoin d'une hémostase optimale, on les garde au cas où. Et puis, évidemment, pas de procédure neuraxiale. Alors, on continue sur l'hémorragie. Quels sont les protocoles prévus en cas d'hémorragie? Je ne vais pas les détailler parce qu'on est hors limite, mais bon, c'est un peu pareil. On n'a pas des choses très précises, des choses très contradictoires, hein, avec des mécanismes d'action similaires entre asundexian et milvexian. On ne nous dit pas la même chose. Hein. Là encore, vous voyez, on nous dit de faire du facteur 11 alors qu'on sait que ça ne va pas servir à grand-chose pour l'asundexian et le milvexian. Voilà. On avait des choses pas très précises. C'est ce qui nous a inquiété quand on a essayé de prendre en charge les patients à qui il est arrivé des soucis pendant les essais. On a encore une fois l'exemple de la prise en charge des patients avec déficit en 11. Et là, c'est pareil, on va commencer par dichotomiser sur saignement sévère ou pas sévère. Bon, si c'est pas sévère, on fait un traitement symptomatique. Et si le saignement continue, on va sans problème à la citranexamique et sans aucun état d'âme. Hein. C'est vraiment, ces patients-là ont une fibrinolyse perturbée. Si c'est un saignement sévère, on commence par la citranexamique et les procédures usuelles. Si c'est relevant, on fait un TCA, évidemment. On n'attend pas le résultat. Si on a la possibilité de mesurer le 11, on mesure le 11 uniquement en cas d'oligonucléoside antisens. Si la PTT est normale, on n'a pas de mesure spécifique pour reverser l'anti-11 et on ne fait pas de Novo-7. Si la PTT n'est pas normale ou s'il n'est pas disponible, eh bien, on fait soit du facteur 11 quand on a l'oligonucléotide antisens, ou si on a les petites molécules ou l'anticorps monoclonal, on fait du 7 activé recombinant. Alors certains ont voulu mettre que si ce n'était pas disponible, on considérait les PCC, on n'est pas tous d'accord. Et si on n'a pas de facteur 11, on fait du 7 activé recombinant. Et puis, si on est dans d'autres cas, c'est-à-dire si ce n'est pas un saignement vital, on fait du facteur 11 pour l'antisens et pour les petites molécules et l'anticorps monoclonal, du 7 activé recombinant. Voilà. Donc, vous avez vu, hein, version provisoire. Et puis, on recommence éventuellement en fonction de la localisation et de l'évolution. C'est vraiment provisoire. Ça nous a déjà, comme à chaque fois, beaucoup de discussions sur chacun des items. Donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va avoir besoin de données, de registres, de collecter des échantillons, d'avoir des dosages et d'être inventif. Parce que la situation des AOD était finalement peut-être plus simple que celle qu'on risque de traverser en fonction de la chronologie de l'arrivée de ces médicaments sur le marché. Donc, merci beaucoup au GIP. Et puis, il y a un DIU qui se met en place avec le GIHP notamment, et les inscriptions seront ouvertes en novembre.